C'est l'heure du journal. Bonsoir. Plus de 60 ans après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, la justice belge relance un dossier hautement symbolique. À Bruxelles, les renvois devant le tribunal correctionnel d'Étienne d'Avignon pour participation à des crimes de guerre marquent un tournant dans la quête de vérité. Une décision historique encore susceptible d'appel qui ravive les blessures du passé colonial. Les détails de cet élément. La justice belge vient de franchir un cap historique dans l'un des dossiers les plus sensibles de son passé colonial. Mardi 17 mars 2026, la Chambre du Conseil de Bruxelles a ordonné les renvois devant le tribunal correctionnel d'Étienne d'Avignon, accusé de participation à des crimes de guerre dans l'assassinat en 1961 du leader indépendantiste congolais Patrice Emery Lumumba. Âgé de 93 ans, l'ancien diplomate est aujourd'hui le dernier survivant parmi les responsables belges visés par la plainte déposée en 2011 par la famille Lumumba. Cette décision judiciaire, bien que majeure, reste toutefois susceptible d'appel, laissant planer une incertitude sur la tenue effective d'un procès. Au cœur de l'accusation, une implication présumée dans les décisions politiques et diplomatiques ayant conduit à l'élimination du Premier ministre au ministre du Congo indépendant. Les avocats de la famille Lumumba évoquent une entreprise criminelle commune, s'appuyant notamment sur les téléx diplomatiques considérés comme de preuves écrites accablantes. L'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le 17 janvier 1961, demeure l'un des épisodes les plus controversés de l'histoire post-coloniale. Figure emblématique de l'indépendance congolaise, il avait été renversé puis exécuté dans un contexte de tensions internationales et d'ingérences étrangères à pleine guerre froide. Cette avancée judiciaire marque un tournant dans une quête de vérité et de justice qui dure depuis plus d'une décennie. Pour la famille Lumumba, elle représente un espoir de reconnaissance des responsabilités. Pour la Belgique, elle ravive un débat profond sur son passé colonial et ses zones d'ombre encore non résolues. Recevons ce journal au Sud Kivu. Depuis hier, mardi 17 mars, des affrontements opposent les FARDC, appuyés par les Wazalendo, aux rebelles de l'F-123 dans la plaine de la Ruzizi. Des tirs d'armes lourdes signalés, des déplacements massifs de populations vers Sangué et Kiliba et une panique grandissante. Plus de détails dans cet élément. Bwini abo bandu abo nabandi bakole mbere bingi babo oti bagahunga mbwini. Des violents affrontements ont éclaté tôt ce mardi 17 mars dans le haut plateau d'Uvira au Sud Kivu, opposant les forces armées de la RDC appuyées par le Wazalendo et l'armée burundaise aux rebelles de l'AFC M23. Ces nouveaux combats ravivent les tensions dans une zone déjà fragilisée par une insécurité persistante. Selon des sources locales, les hostilités se concentrent sur des axes stratégiques, notamment entre Bouriba et Kabunambo, ainsi que sur les collines de Kiamate. Des témoins sur place font état de l'usage d'armes lourdes de tirs nourris à la mitrailleuse, plongeant les populations civiles dans la peur. Face à l'intensité des combats, des mouvements massifs de populations sont signalés. Les habitants de Biriba et Kabunambo fuient vers la cité de Sangué, tandis que ceux de Runingu prennent la direction de Kiliba, cherchant à échapper aux violences. À Sangué, la situation devient de plus en plus préoccupante. L'afflux de déplacés combiné aux détonations d'armes qui résonnent à proximité alimente un climat de panique au sein de la population. Jusqu'à présent, aucun bilan officiel n'a été communiqué. Toutefois, la reprise des combats dans cette partie de la plaine de la Ruzizi laisse craindre une nouvelle dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la région. Les FARDC rassurent que la situation sécuritaire demeure sous contrôle à Kirungu dans le territoire d'Uvira. Ils demandent toute reprise de la localité par les groupes armés et appellent la population à la vigilance face aux fausses informations circulant sur les réseaux sociaux. De précision, Bunji Kalonji Rigen, porte-parole Sokola 26 Kivu. Oui, tout à fait, chers collègues. Comme je vous le disais, la situation sécuritaire dans la localité de Kirungu, territoire d'Uvira, en province du Sud Kivu, reste calme et sous contrôle des unités régulières des forces armées de la République démocratique du Congo et de ses alliés. Méfiez-vous donc des fausses informations relayées sur les réseaux sociaux sur une prétendue reprise de la localité de Kirungu par les rebelles du M23 AFC et de leurs alliés Tugwano Ngumino et Tabara, soutenus par les terroristes de l'armée rwandaise. Les forces armées de la République démocratique du Congo continuent de remplir sa mission régalienne, dont celle de défendre l'intégrité territoriale et de protéger.
Le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Gueffa, a reçu en audience l'ambassadeur d'Éthiopie en RDC, Mekoria Getoache Worku, mardi 17 mars. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération judiciaire entre les deux pays. Une rencontre marquée également par un appel des liens historiques entre les deux pays. Suivez la réaction de l'ambassadeur éthiopien au sortir de l'audience. Alors, j'ai rencontré le ministre d'abord pour lui transmettre mes courtoisies, mais aussi pour discuter sur différents secteurs de coopération. I'm saying that Majoritairement, c'était sur la coopération judiciaire entre les deux pays, voir quels sont les différents mécanismes qu'on peut mettre en œuvre pour coopérer entre l'Éthiopie et la RDC. because Addis Ababa is hub. Puisque Addis Abeba est aujourd'hui comme un hub diplomatique, alors le secteur de l'administration judiciaire doit être mis en œuvre. Donc ça, c'était l'élément important souligné pour la coopération entre les deux pays. Yes, Il a été yes. très d'accord pour que les deux pays coopèrent dans ce secteur. Le gouvernement congolais défend son accord et appelle à l'appropriation nationale. Invité de l'émission Parole aux auditeurs sur Radio Okapi, le porte-parole de l'exécutif a répondu en direct aux préoccupations des citoyens après le dépôt de 2 projets de loi de ratification au Parlement. Il a réaffirmé qu'il ne s'agit pas d'un accord présidentiel, mais de tout le Congolais. Patrick Mouyaya est ici. Nous sommes un pays où il y a des pouvoirs qui sont organisés. Nous avons évidemment le président de la République, nous avons un pouvoir législatif, nous avons un pouvoir exécutif, nous avons un pouvoir judiciaire. Je vais lire la Constitution. L'article 213, je commence par là. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil. Il en informe l'Assemblée nationale et les Sénats. L'article 214 maintenant, la référence pour ce qui nous concerne, les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales, aux règlements de conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état de personne, ceux qui comportent échanges et adjonctions de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Je prends le premier alinéa. Il appartient au gouvernement, dans le rôle qui est le sien, de négocier. Nous l'avons fait. Et parce que l'accord peut avoir une incidence sur les finances publiques ou peut entraîner modification de certaines dispositions législatives, l'accord doit être sujet au Parlement. Nous l'avons amené au Parlement. Et au Parlement, il existe, jeté de là, du Parlement, il existe des mécanismes pour de lois des ratifications. Généralement, le loi des ratifications, c'est 2-3 articles. On fait évidemment un exposé des motifs. On fait les premiers articles parce que nous, on l'a adopté en Conseil le jour d'avant et on l'a amené. Je crois que la première chose que nous tous, les Congolais, nous devons faire, c'est de chercher à le lire. Aujourd'hui, les Congolais doivent être rassurés. D'abord parce que de un, cher Jean-Marc, cet accord, c'est un accord du futur. Le président Tshisekedi, il est fait plus pour nos enfants que pour nous dans les cas de notre Justement, monsieur le oui. ministre, il y a beaucoup de demandes de paroles. Mais il y a eu beaucoup de questions. Oui. Et donc, si vous voulez que nous puissions être pédagogiques, parce que comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure,
nous n'avons pas peur du débat. Nous n'avons rien à craindre, nous n'avons rien à cacher. C'est pour ça il y a que déjà cette demande. C'est pour ça que nous sommes dans cet exercice en direct. Mais je crois qu'il est important que les uns et les autres notent. Ce qu'ils doivent retenir, c'est qu'ils doivent s'approprier cet accord. Parce que cet accord, autant j'ai envie de dire que lorsqu'on parle de la guerre, ce n'est pas l'accord du président. Ce n'est pas la guerre du président. C'est la guerre de tous les Congolais. Les militaires qui décèdent au front, c'est nos frères, c'est nos cousins. Les ressources qui sont engagées, c'est des ressources qui puissent servir pour faire de route. Et donc aujourd'hui, les Congolais doivent considérer que nous avons commencé une nouvelle période. Évidemment, les choses ne peuvent pas se faire de manière automatique. Après 30 ans de conflit, il y aura sûrement des hauts et des bas, mais aujourd'hui, nous disposons d'un accord qui va nous permettre. On va vous donner encore la parole. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, la République démocratique du Congo réaffirme son engagement en faveur de la stabilité en Afghanistan. Aux côtés de Libéria et de la Somalie, Kinshasa a voté pour le renouvellement du mandat de la mission onusienne. Par la voix de son ambassadeur à l'ONU, Zeno Mukongongai, les 3A saluent un consensus constructif et appellent à un renouvellement complet en juin. Suivez son intervention. Je donne la parole à la République démocratique du Congo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom des A3, à savoir le Libéria, la Somalie et mon propre pays, la République démocratique du Congo. Les A3 ont voté en faveur de la résolution renouvelant le mandat de la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, MANUA. Nous saluons l'esprit constructif dont ont fait preuve les membres du Conseil tout au long des négociations et félicitons les co-rédacteurs pour leurs efforts visant à faciliter le consensus. Bien qu'il s'agisse d'un renouvellement de 3 mois, les A3 attendent avec impatience le renouvellement complet du mandat de la MANUA au mois de juin prochain. Le renouvellement du mandat de la MANUA reflète l'engagement continu du Conseil à soutenir le peuple afghan et à relever les défis humanitaires, économiques et sécuritaires complexes auxquels le pays est confronté. Les A3 réitèrent leur soutien au rôle essentiel de la MANUA ainsi qu'à sa présence continue sur le terrain. La mission demeure une plateforme importante pour coordonner l'engagement et l'aide internationale, ainsi que pour soutenir les efforts visant à promouvoir la stabilité et le développement durable en Afghanistan. Les A3 reconnaissent l'importance du respect des droits et des libertés fondamentales de tous les Afghans, y compris des femmes et des filles. Leur participation pleine, égale et significative à la société permettra d'assurer la stabilité et le développement à long terme de l'Afghanistan. Nous soulignons également la nécessité de mettre la MANUA dans les conditions de s'acquitter efficacement de son mandat, notamment en garantissant un accès sûr et sans entrave au personnel des Nations Unies et à ses partenaires. En conclusion, les A3 réaffirment leur engagement à travailler avec les membres du Conseil de sécurité et les partenaires internationaux pour soutenir les efforts visant à promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et le développement en Afghanistan. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo pour... Coup de tonnerre dans le football africain. La Confédération africaine de football confirme le Maroc champion malgré sa défaite face au Sénégal en finale de la CAN 2025. Une décision vivement contestée. La Fédération sénégalaise annonce un recours devant le tribunal arbitral du sport, laissant planer les doutes sur l'issue définitive de ces dossiers. Mardi 17 mars dernier, les jurys d'appel de la CAF a tranché en faveur de la Fédération royale marocaine de football dans son litige face à la Fédération sénégalaise de football autour du dénouement chaotique de la finale de la dernière CAN qui s'est jouée en terre chérifienne. Une décision qui confirme ainsi le Maroc comme champion d'Afrique 2025 malgré sa défaite 0-1 devant le Sénégal en finale. Si cette nouvelle a provoqué un petit soulagement chez quelques Marocains, l'opinion demeure globalement choquée. Au Sénégal, comme partout en Afrique, voire au monde, toutes les réactions, ou presque, vont dans le sens de fustiger cette décision chaotique. Les premiers à se jeter à l'eau, c'est l'ancien sélectionneur de la RDC, Claude Leroy, devenu aujourd'hui consultant foot sur plusieurs télévisions. Pour les sorciers blancs, cette décision est la preuve que la CAF est entre des mains de bons à rien. Et dans la foulée,
La Fédération sénégalaise de football a communiqué en promettant de saisir le tribunal arbitral des sports en attaque à une décision qu'elle a jugée honteuse. L'ancien international français Patrice Evra s'est quant à lui interrogé sur les retards mis pour prendre une décision aussi majeure sans pour autant épargner l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala qui était au sifflet de cette finale scandaleuse entre le Maroc et le Sénégal. De quoi donner du grain à moudre à la légende anglaise Jamie Carragher qui a toujours postulé que la CAN n'est pas un tournoi majeur. À ce stade, rien n'est encore acquis pour le Maroc qui devra patienter jusqu'à la décision ultime qui viendra du TAS consécutivement à l'appel de la Fédération sénégalaise de football dont le secrétaire général a promis de ne jamais restituer les trophées acquis il y a 2 mois au Maroc. C'est la fin de cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci de liker, commenter et partager. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt.